Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro du mois d'avril. Le Ndimba demeure votre émission politique, une vitrine pour les membres du gouvernement qui viennent ici s'expliquer sur les avancées en cours dans leur département ministériel. Je rappelle également que notre émission est suivie sur les antennes de Radio Gabon. Actualité oblige, il ne reste que quelques semaines avant le démarrage des concours et examens de fin d'année. Le Gabon a accusé un retard du fait d'une longue grève initiée par les partenaires sociaux du secteur de l'éducation nationale. Mais le gouvernement a récemment réagi favorablement en accédant à quelques-unes de leurs requêtes. Est-ce là le signe d'un nouveau départ? Vous l'avez compris, nous recevons sur notre plateau le ministre de l'Éducation nationale, de l'Éducation civique, Florentin Moussavou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Je suis ravie de vous retrouver sur notre plateau. Et moi, autant que vous. Alors, ensemble, nous allons parler de l'école gabonaise. Quelles sont les valeurs qu'on lui accorde aujourd'hui? Est-ce que l'école peut relever les défis du développement de notre pays? Pour en discuter, je serai accompagnée de Prosper Tonda, de Aimé Manix Monjo. Et en deuxième partie de notre émission, vous allez pouvoir débattre avec un de vos partenaires sociaux. Il s'agit de M. Fridolin Vemessa du syndicat de l'éducation nationale. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais avoir le plaisir de rappeler brièvement votre parcours, monsieur le ministre. Après votre formation en lettres modernes de l'Université de Toulouse, vous êtes recruté comme enseignant à l'Université Omar Bongo. Votre carrière professionnelle prend un tournant à partir de 1987. En effet, vous êtes nommé conseiller à la présidence de la République, puis vous serez le directeur de cabinet du vice-président de la République de 1997 à 2002. C'est ça? Oui. Vous confirmez? C'est exact. Et puis, en 2002, vous faites votre première entrée au gouvernement en tant que ministre délégué Aux travaux publics. des travaux publics. Voilà, merci. C'était une belle expérience? Je pourrais en dire davantage, mais je crois qu'on n'est pas là, ce n'est pas le lieu de. Oh mais non, on veut mieux apprendre à vous connaître, hein. Vous n'avez pas fait que ça. Après 2005, de 2005 à 2006, vous êtes nommé ministre délégué aux travaux publics. Vous restez dans le sérail du président de la République en tant que haut commissaire au tourisme, puis au pétrole, conseiller spécial du président de la République, chargé des infrastructures numériques. Donc vous n'êtes jamais loin du pouvoir. Et en septembre 2015, vous faites un retour au gouvernement en tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Suite donc à la dernière élection du président de la République, il vous renouvelle sa confiance et vous reconduit finalement aux mêmes fonctions. Ça fait quand même quelques années que je suis dans la fonction publique et dans les fonctions, les hautes fonctions que j'ai pu exercer à différents niveaux. Ça fait quand même 20 ans que vous êtes aux affaires. Finalement, Florentin Moussavou, cela est dû quoi? À votre fort caractère ou à votre facilité à vous adapter aux événements? Non, je suis simplement un citoyen qui fait son travail, un citoyen qui peut-être a pu être remarqué par ceux qui ont la décision et qui ont décidé de m'accorder la confiance. Et chaque fois que je suis appelé à une fonction, je donne la pleine mesure de ce qui doit être fait en tant que citoyen, en tant qu'agent public. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, dans cette fonction de ministre en charge de l'Éducation nationale et désormais de l'Éducation civique. Et chaque jour, je consacre suffisamment de temps à l'exercice de l'emploi auquel j'ai été désigné. Avant que Prosper Tonda entame ces questions relatives à la réforme, je vous propose de suivre cette rubrique du Ndimba. Il s'agit de notre rubrique de ce qui se dit. Vous allez pouvoir suivre la réaction de vos concitoyens à propos de vous, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, bon, son nom, il m'échappe un peu, mais je ne connais pas vraiment son nom, mais je le connais de face, quoi. Jusqu'à présent, je n'ai pas suivi encore une émission où on parle en réalité de son parcours pour nous édifier sur l'individu en fait. Florentin Moussavou,
Il a été ministre des Travaux publics et ensuite conseiller du président de la République et maintenant il est ministre de l'Éducation nationale. J'ai appris que la CONACYCED a été dissoute, mais franchement, ce n'est pas une bonne décision. Je pense que pour un homme politique qui est en même temps président d'un parti politique, c'est vraiment une décision qui manque de sagesse parce que déjà, il ne respecte aucun texte, que ce soit les textes nationaux, que ce soit les textes internationaux, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple, dans l'article 3 de la Constitution. Donc pour qu'une telle décision soit prise, il faut qu'elle respecte au moins la loi. Moi je dis que les avis sont partagés dans la mesure où tout enseignant est d'abord parent d'élève. Mais bon, le droit de grève est tout à fait légitime, mais le droit aussi de la formation devient aussi légitime. Je ne pense pas que ça soit tout à fait normal de consacrer l'avenir du Gabon. Nos enfants, c'est l'avenir du Gabon. Oui, il faut réclamer ce qui vous est de droit, mais pas aller au-delà. Florentin Moussavou, vous venez de suivre un petit peu la réaction de l'homme de la rue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les Gabonais, finalement, s'intéressent effectivement à ce qui se fait au niveau de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il s'agit d'un domaine dont la Constitution, dont le fonctionnement interpelle l'ensemble de nos concitoyens. Il a été fortement question de l'interdiction de la CONACYCED. Je crois qu'à ce niveau, la décision qui a été prise par le gouvernement est exécutoire et il a été constaté que la CONACYCED sortait du champ de ce qui doit être la pratique. Nous allons en parler avec de plus amples détails avec Aimé Manix Monjo dans notre volet social. Nous allons poursuivre avec Prosper Tonda. Prosper, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Tonda. Dans cette partie de notre émission, nous allons évoquer les réformes initiées par le gouvernement. Toutefois, Florentin Moussavou, de nombreux analystes et observateurs de la vie scolaire nationale, voire internationale, à l'instar de la Banque mondiale, s'accordent à relever ou reconnaissent dans leurs études que l'école gabonaise est malade. Quel est votre diagnostic? Bien, je vous remercie. Là. Vous me donnez l'occasion d'exprimer assez précisément ce dont il est question. Je l'ai dit assez souvent. Le sujet qui est au centre du débat ici, c'est l'école. Et l'école, c'est la vie, l'école, c'est l'avenir. L'école, c'est 752 000 enfants gabonais qui se lèvent tous les matins avec des parents qui les accompagnent. À peu près 300 350 000 parents qui, chaque matin, sont impactés directement par la vie de l'école. Donc nous avons près d'1,1 million, 1,2 million Gabonais qui, chaque matin, sont concernés par l'école. Et lorsqu'on traite de l'école, à quelque niveau que l'on intervienne, soit au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, au niveau des citoyens et des parents d'élèves, au niveau même de ce qu'on appelle les partenaires sociaux, donc les syndicats, on doit toujours tenir compte de ce que chaque fois qu'on blesse l'école, mais on blesse la nation et on blesse l'avenir du pays. Voyez-vous, il n'est pas normal que ce soit des hommes, disons, des hommes et des femmes qui nous regardent de l'extérieur, qui viennent faire la leçon au Gabon par rapport à l'école. Moi, je voudrais vous dire, mais en toute sincérité, mais tranquillement, que le diagnostic qui est posé souvent assez brutalement, suivant lequel l'école gabonaise est malade, n'est juste que partiellement. L'école marche, mais l'école souffre précisément de ce qu'il y a l'incursion d'éléments exogènes à l'école. Ce n'est pas l'école qui est en cause. Ce ne sont pas les enseignants qui sont en cause dans l'exercice réel de leur métier. Mais c'est la manière dont nous avons voulu nous intégrer dans l'école pour interférer et sortir l'école de son champ véritable, qui est celui de la formation. Vous avez identifié en tout cas déjà les mots qui permettent de ce dysfonctionnement, la cause plutôt de ce dysfonctionnement. Écoutez, si nous prenons l'année scolaire 2016-2017, c'est-à-dire l'année scolaire en cours, vous vous rappelez, je crois, lorsque je suis arrivé à la tête de l'éducation nationale, la grève était présente parce que les syndicalistes dormaient devant les bureaux du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons pu, avec le concours du chef d'État, du gouvernement, conduire cette année scolaire jusqu'à son terme. Il faut que les Gabonais se souviennent que pour la première fois depuis une quinzaine d'années, l'année dernière,
les élèves ont pu bénéficier de 3 mois de vacances, conformément aux standards. Les enseignants également. Et puis, surtout, il y avait en ligne de mire l'élection présidentielle qui s'est déroulée normalement sans qu'il y ait la moindre interférence entre les grèves et l'élection présidentielle. Prosper Ponda, alors, vous avez... Monsieur le ministre... si vous permettez, je pourrais peut-être juste terminer en disant que... On vous le concède. Terminer en disant que la grève pour l'année scolaire 2016-2017 a été déclenchée par les syndicats, donc la CONACYCED et le Sénat, à la mi-octobre. Donc, or, vous le savez tous, la rentrée des classes officielle a été prononcée pour le 31 octobre. Donc, avant même que la rentrée des classes n'ait lieu, il y avait déjà cet appel à la grève générale illimitée. Et vous avez pu observer que le Sénat, entre autres syndicats, le Sénat n'a levé son mot d'ordre de grève générale illimitée qu'il y a 2 jours, c'est-à-dire lundi 24 avril 2017. Donc, ça veut dire qu'il y a là, sauf si on ne veut pas le voir, mais une identification très précise de ce qui pose problème. Qu'est-ce qui pouvait justifier un appel à la grève générale illimitée avant la rentrée des classes? Voilà. Dans ce sens. Monsieur le ministre, ce qui achève de nous convaincre que l'école gabonaise est vraiment malade. Elle est meurtrie et elle nous comble de peine. Et comme disent certains observateurs, est-ce que ce n'est pas un géant pied d'argile? Est-ce que vous ne convenez pas avec nous que c'est vraiment un géant pied d'argile? Mais vous savez, il y a dans les hôpitaux, peut-être qu'on ne le fait pas, on ne fait pas assez ces enquêtes-là chez nous. En France, généralement, on déclare les maladies dites nosocomiales. Ce sont ces maladies qui, en fait, viennent rentrer dans l'hôpital par des germes, par un certain nombre de pathologies exogènes aux problèmes de santé qu'ont les malades. Mais donc, on arrive avec une malade, on se fait traiter et on finit par attraper autre chose. Je crois que l'école gabonaise aujourd'hui souffre un peu de ça. Je le redis, les enseignants gabonais de l'école publique sont bien formés. Les enseignements qui sont assurés sont corrects. Parce qu'au-delà des rapports qui sont alarmistes, il y a également des rapports qui montrent bien que l'école gabonaise est dans le peloton de tête, dans le monde. Donc, voilà. Pour ceux qui nous écoutent, Florentin Moussavou, vous affirmez que l'enseignement reste de qualité au Gabon et les grèves sont en fait une gangrène extérieure, un dysfonctionnement extérieur. Mais disons que le syndicalisme a été consacré par l'ensemble de la population gabonaise en 1990. Moi, je suis un des acteurs des mouvements de lutte qui ont permis justement l'accès à la démocratie. C'est un acquis social, c'est un acquis politique. Quand on touche à l'école, quand on tue l'école, mais on tue l'avenir du pays, on tue la nation, parce qu'on tue la jeunesse gabonaise. Avant que les syndicalistes ne viennent perturber l'école, mais il y a eu déjà ces États généraux de 1983 qui ont lancé déjà la sonnette d'alarme. 1983, nous étions encore en plein parti unique, nous n'étions pas encore à l'époque où les syndicats agissaient de manière démocratique. Il y avait déjà cette sonnette d'alarme, il y avait déjà des signes qui montraient qu'effectivement, il y a un essoufflement. Ça, on ne peut pas quand même le nier. Non, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est un ajustement. Les États généraux de 1983 ont effectivement tiré la sonnette d'alarme, non pas sur la maladie de l'école sur le plan pédagogique, non, mais seulement sur la capacité à s'adapter aux réalités du moment. Notre école aujourd'hui, ce qu'elle a comme problème, c'est qu'elle doit s'adapter. Mais ça veut dire qu'elle doit se doter des outils, elle doit se doter de l'infrastructure intellectuelle nécessaire pour relever les défis du futur. Mais notre école, moi je suis quelqu'un d'optimiste, j'ai bon espoir que nous y arriverons. Oui, c'est l'espoir d'un membre du gouvernement. 27 ans plus tard, en 2010, il y a d'autres États généraux qui, là, rentrent profondément dans ce qui touche l'école gabonaise. Mais ces résolutions-là, il y a toujours pas, on ne voit toujours pas poindre à l'horizon l'application. Pourquoi n'appliquons-nous pas ce qui s'est fait dans les États généraux? Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à votre ministère de l'Éducation nationale. On le voit aussi dans d'autres départements. Mais vous, spécifiquement, l'Éducation nationale, c'est quelque chose qui touche et pourtant, à l'ensemble de la population. Le diagnostic a été fait. On sait quels sont les points sensibles. Non, mais vous savez, le problème des réformes, les réformes, surtout dans un secteur tel que l'Éducation nationale, c'est qu'on décide, on se retrouve. Il y a un ensemble de personnes qui sont outillées pour mener la réflexion sur le plan théorique, mais après, une réforme, ça doit se financer. Généralement, dans nos pays et dans notre pays,
le problème se pose à ce niveau. Lorsqu'on décide d'une réforme, il faut l'accompagner de moyens qui permettent d'atteindre les objectifs. Ce que je voudrais dire, c'est que les États généraux de 2010 ont permis à tous les acteurs du secteur de l'éducation, même des experts extérieurs, de faire le point, de faire l'analyse et de se dire voici ce qu'il faut faire, voici le cap qu'il faut atteindre dans les 5 ans. Mais si, au lendemain des États généraux, vous ne mettez pas les moyens d'accompagnement, comment voulez-vous atteindre ces objectifs? Donc c'est une question de moyens financiers? C'est une question de moyens financiers, mais c'est aussi une question de moyens humains. Et puis c'est une question de volonté, de détermination. Vous savez, sinon, qu'est-ce qui se passe? Mais les États généraux, ça demeure un livre. Je sais qu'il y a beaucoup de responsables syndicaux et même des associations à divers niveaux, des parents d'élèves, qui se baladent avec ce document estampillé États généraux de l'éducation 2010, qui en font une sorte de bréviaire. Mais ça restera un bréviaire aussi longtemps qu'on n'entrera pas au cœur pour dire on a fixé un cap, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Prosper Tonda, vous vouliez également aborder tout ce qui concerne la formation des enseignants. Oui, monsieur le ministre, nous avons 2 grandes institutions qui vont dans le sens de la formation, dans le sens d'amener la qualité au niveau de nos enseignements. Alors, nous avons l'ENI et l'IPN. Aujourd'hui, on se rend compte que ces 2 institutions, monsieur le ministre, sont à la peine, si ce n'est pas un abus de notre part, pour le modeste journaliste que je suis. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour que nous retrouvions cette qualité, cette école que nous avions connue, cette école publique, monsieur le ministre, ne nous écartons pas du chemin. Cette école que nous avons connue, vous et moi et tous ceux qui sont là, c'est l'école publique. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais vous avez raison. Vous avez pointé l'IPN, l'Institut pédagogique national, aussi loin que remontent mes souvenirs. En tant qu'élève, c'était le lieu justement où se concevaient les programmes, les projets, où se montaient également, y compris, des publications. Les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les enseignants publiaient à travers les outils dont disposait l'IPN. Il faut effectivement se pencher sur le chevet, se pencher au chevet de l'IPN. Parce que sans l'IPN, l'Institut pédagogique national, sans un institut pédagogique national qui fonctionne de manière correcte, suivant les standards internationaux, nous ne pouvons pas du tout faire avancer l'école. C'est un problème. Ça veut dire qu'il n'existe plus de support didactique et pédagogique aux normes? Mais si. Non, mais si. Disons qu'aujourd'hui, l'IPN a été dépouillé, dépossédé de ses moyens. Et ça, personnellement, je mets l'accent sur la nécessité et l'urgence de réformer l'IPN, peut-être même de lui changer d'appellation et lui donner tous les outils dont il a besoin. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que l'IPN retrouve ses lettres de noblesse. C'est pour cela que nous avons signé une convention avec le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques. C'est un organisme français qui intervient dans plusieurs pays au monde et qui a donc décidé de nous accompagner pour sauver, pour attraper l'IPN. Vous avez également parlé de l'école normale des instituteurs, mais l'ENI existe fort heureusement. Il faut dire que lorsqu'on compare ce qui se fait au Gabon et ce qui se fait ailleurs, nous ne sommes pas forcément les derniers. Moi, je suis aussi, je vous le rappelle, président de la CONFEMEN, donc la conférence des ministres de l'éducation nationale francophone, et je peux être là où je suis, à mon niveau, je suis en mesure de comparer. Et je compare, et j'entends ce que disent les autres membres, les autres ministres des différents pays membres de la CONFEMEN. Nous ne sommes pas forcément si mal lotis que ça. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les moyens mis en œuvre, les objectifs que nous nous fixons, et puis les moyens que nous donnons pour atteindre ces objectifs. Une autre école malade, si on peut dire ça, l'ENES. Pas tout à fait malade, mais dans la formation toujours, il y a un autre pan de votre secteur, notamment les enseignants du second degré. Alors et là, on s'attaque un peu à l'école normale supérieure. Que forme l'ENS? Parce qu'on attend toujours ces enseignants. Nous avons tous rêvé, quand nous étions élèves, d'être enseignés par un enseignant gabonais de mathématiques, de physique, de chimie, mais ce n'est pas venu pour certains. Alors, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Que forme l'ENS? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais écoutez, l'ENS forme depuis bientôt une quarantaine d'années des enseignants. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu l'ENS, parce que sinon nous serions complètement en panne. Ce que nous notons simplement, c'est que nous avons pendant longtemps fonctionné au niveau de l'enseignement secondaire avec des proportions qui ne sont pas du tout en faveur
de la promotion de l'enseignement, disons des métiers d'enseignement au Gabon. On a même pensé pendant longtemps que les Gabonais étaient opposés au métier de l'enseignement. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux Gabonais, je reçois des demandes, plusieurs demandes de jeunes Gabonais qui veulent enseigner. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'ENS se remette dans le corps de ce qui a fondé en fait sa création, à savoir que l'ENS se remette à former des enseignants gabonais. Vous avez parlé d'enseignants dans les matières scientifiques. Oui, c'est un défi. C'est un défi que nous avons relevé, que nous sommes en train de relever, ce qui nous a d'ailleurs amené au début de cette année-ci à recruter 70 Gabonais qui ont eux-mêmes diplômés dans les matières scientifiques, en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, qui ont décidé de venir enseigner et qu'on a affectés, qui sont aujourd'hui en train d'apprendre le métier d'enseignant. Malheureusement, là, il faut le dire, nous avons dû procéder à un recrutement direct. Et je lance en même temps un appel pour dire aux Gabonais, aux jeunes Gabonais qui sortent des universités, qui sortent des grandes écoles, pour leur dire que le métier d'enseignant... Il faut encore avoir la vocation. Hein. Oui, il faut susciter. Oui, mais en même temps, il faut le susciter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la vocation, mais qu'est-ce que c'est que la vocation? Moi, j'ai eu la vocation d'enseigner. D'autres ne l'ont pas, mais ils finissent par s'y faire. Il faut que le statut de l'enseignant... Oui. Parce que vous pensez bien que ceux qui viennent de l'extérieur, qui enseignent, ont-ils la vocation? Non, ils viennent parce que c'est attractif. Le métier d'enseignant aujourd'hui au Gabon, dans le cadre du nouveau système de rémunération, est très attractif. Je crois que personne ne peut venir enseigner et regretter d'avoir fait ce choix-là. Nous allons marquer une petite pause, Prosper Tonda et Monsieur le Ministre, avec le reportage qui suit. Il s'agit d'une autre préoccupation au sein de votre département. Il s'agit de l'infrastructure et la construction. Au jeu des additions et des soustractions, le compte n'est pas bon, car voici un parc immobilier frappé trop souvent par l'outrage des ans et qui en plus a une fâcheuse tendance à se laisser aller, ignorant le premier des travaux pratiques, l'entretien. Il y a donc toujours plus d'élèves et jamais assez de bâtiments pour les accueillir dans des conditions satisfaisantes. Compta finale toujours négative qui dessine un exercice à la Sisyphe. Oui, l'État a rénové les établissements et les salles de classe, de nouvelles salles ont été ouvertes et pourtant, devant cette action sans cesse recommencée, les parents ont l'impression que le compte n'est toujours pas bon. Pour le département de l'Éducation nationale, la tâche est immense, compliquée par les tensions sociales, grèves, blocages, sit-in, démobilisation administrative, avec la nécessité de prioriser les actions, traiter différemment l'important et l'urgent, adapter l'offre bâtie aux impératifs des filières. On pense par exemple aux équipements d'application dans les labos en lycée, avec la perspective du programme éducation, cette convention de 100 milliards portée par l'Agence française de développement pour la construction de 500 salles dans 17 établissements horizon 2018. Florentin Moussavou, c'est vrai, la question de l'infrastructure présente l'un des enjeux majeurs du gouvernement en général. Où en sommes-nous au niveau de l'éducation nationale? Vous posez une question qui est essentielle, qui est fondamentale. Voyez-vous, les Gabonais, là où ils sont, n'ont pas toujours conscience que l'école aujourd'hui présente des défis, mais des défis d'une infinie gravité. Hein. Il m'est arrivé de le dire dans certaines de mes interventions, les documents en attestent. Nous avons cette année-ci, du pré-primaire à terminale, 752 000 élèves dans notre pays. 752 000 élèves 752 000 élèves recensés. Alors, voyez-vous, 752 000 élèves. À côté de ça, il faut dire que pour l'enseignement public, nous avons dans le pays 960 écoles primaires. Et nous avons environ 200 collèges et lycées publics. Là, je parle du public. Alors, si vous y ajoutez la part du privé, du privé confessionnel, du privé laïque, vous observez... Cette masse est connue, on le voit progressivement arriver. Comment réguler ces élèves? Mais parce que je crois que ce n'est pas assez relayé. Les gens ne s'intéressent pas tellement à ces questions. Mais lorsqu'on est à la place qui est la mienne, on mesure chaque jour l'importance des défis, la gravité de la situation. Voyez-vous, les écoles au Gabon, il y en a dans pratiquement chaque village.
lorsque vous franchissez les frontières gabonaises, par la route, par terre, le premier agent public que vous rencontrez, c'est un instituteur qui est perdu parfois. Il y en a qu'on a même oublié dans les villages très reculés du côté de nos frontières. Et l'école est un défi. Et donc, vous voulez nous dire, nous rassurer que l'école gabonaise reste cette école de proximité au plus près des populations? Mais si vous me permettez de terminer ma phrase, vous comprendriez que je disais que l'école est un défi, l'école est un enjeu. Mais c'est un défi et un enjeu pour tout le monde. Le drame dans notre pays, c'est simplement qu'on a pris l'habitude de regarder l'école comme étant de la responsabilité de l'enseignant, du ministre de l'Éducation nationale. Plus personne ne se met en tête que l'école, c'est une responsabilité collective. Il faut que nous nous mettions tous debout pour dire qu'il faut défendre l'école, il faut qu'on voit l'école. Tout à l'heure, M. Tonda me rappelait fort justement, et il m'est arrivé de le dire assez souvent, que c'est l'école de la République, l'école publique. Les faits sont là, Florentin Moussavou. Oui. L'école n'est plus cette structure d'accueil qui permet d'y aller avec, j'allais dire, tout l'entrain qu'il faudrait. Sérénité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé de salles de classe, mais elles sont en nombre insuffisant. Et ça pose un véritable problème. On a vu dans ce reportage, vous avez vu 4 élèves sur un banc, ce n'est pas normal pour un pays où vous avez bien dit vous-même que l'école c'est un défi, il y a des enjeux énormes. Et ce monde, vous le savez, il a changé. Alors, très peu de salles, monsieur le ministre, accueillent vraiment beaucoup d'élèves. Vous savez, nous sommes encore dans des classes surchargées. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle est bien loin, la période 91-95, où on a eu vraiment beaucoup d'écoles construites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans certaines écoles primaires, on chasse une partie des élèves et on transforme l'école primaire en lycée ou en collège. C'est ça la nouvelle école gabonaise? Il y a beaucoup d'exégèses autour de ces questions. Ce qu'il faut dire, c'est que, je vous rappelais tout à l'heure les chiffres, 752 000 élèves, ça veut dire que le format de l'école, tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a envisagé il y a 20 ans ou 30 ans, n'est plus du tout d'actualité. Il faut effectivement réaliser l'école de proximité. Si l'État ne réalise pas l'école de proximité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce vide-là est comblé par des opérateurs privés qui trichent, qui font mal à l'école. Parce que ces écoles privées dans lesquelles les parents envoient facilement, allègrement leurs enfants, c'est cette école qui finit par peser sur la qualité des résultats aux examens. Et quelle serait votre solution pour ces effectifs? Mais nous avons des solutions. L'année dernière, à la fin de l'année scolaire, je me suis entendu interpellé par plusieurs personnes qui disaient « mais oui, mais il n'y a que ça au bac et il n'y a que ça au BPC ». Parce que là, on parle de la masse, disons, du résultat qui est donné, 52%, 47%, et on s'étonne. Mais ce qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que là, nous allons vers les examens de fin d'année. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 20 000 candidats qu'il y a au baccalauréat d'enseignement général, nous avons plus de candidats qui viennent des établissements privés que des établissements publics. C'est ça, c'est ça. Et c'est quoi la conséquence de ces choix-là? Mais non, c'est la conséquence de ces choix-là, monsieur le ministre. Quand on transforme une école primaire en un établissement secondaire, on fait des choses. Non, attendez. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne un éclairage, je l'ai déjà dit, mais je crois qu'on ne fait pas toujours assez attention à ça. Mais je vais vous le dire. Vous qui êtes les relayeurs de l'information, nous avons pris la décision. Et ce genre de décision, le ministre de l'Éducation nationale est obligé de les prendre chaque année. Vous savez-vous que nous avons dû ouvrir à Libreville, à la rentrée au mois de septembre, octobre 2016, nous avons dû ouvrir à Libreville seulement, 476 classes de 6e. Nous nous sommes retrouvés à la rentrée avec plus de 30 000 élèves à inscrire en 6e. Mais il fallait prendre des décisions. Nous avons dû ouvrir 476 classes de 6e. Je dis rien qu'à Libreville. Alors, vous vous rendez compte? Cette décision a permis de pouvoir... elle a permis d'amortir le choc. Hein? Elle a permis d'amortir le choc. C'est pour ça qu'il y a quand même des élèves, il n'y a pas d'élèves qui traînent dans la rue, en dehors de ceux dont les parents ont décidé qu'ils pouvaient les mettre dans les établissements privés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons dû prendre des décisions également très fortes, très courageuses. Je préfère le dire avant que vous-même vous ne décidiez de le qualifier, très courageuse, de fermer, disons, de transformation de 3 écoles primaires en collège. Pourquoi? Je vais vous dire. L'ancienne école, c'est une des plus anciennes écoles du Gabon. Hein, l'école du centre? Non, je ne parle plus de l'école du centre, ça c'était il y a 2 ans. Mais l'école de plein Niger.
que nous avons transformé en collège. Savez-vous pourquoi? Cette école a été conçue pour accueillir entre 700 et 800 élèves. Au fil des ans, nous avons observé qu'elle perdait chaque année un bon nombre de ses élèves pour se retrouver avec à peine 150 élèves. 150 élèves, ce n'était plus une école rentable, hein, au sens pédagogique et au sens infrastructurel du terme. Nous avons dû prendre la décision de délester les 150 élèves du primaire pour les mettre dans l'école qui est juste à côté de la mairie du 4e arrondissement, qui elle aussi était à une infrastructure qui peut accueillir à peu près 1500 élèves, 2000 élèves, mais qui n'avait que 350 élèves. Donc ces élèves sont allés à 300 mètres et nous avons dû ouvrir un collège. Parce que, vous savez, le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Il a le choix entre pleurnicher en disant on n'a pas construit l'école, donc on ne fait rien, ou alors prendre des décisions. Et cette décision, nous avons dû la prendre pour obtenir que la demande qui est très forte en 6e soit comblée. Et donc la tendance c'est avoir le nombre d'élèves dans ces écoles-là. Ça c'est pour plein Niger. Mais il y a beaucoup d'autres villes au Gabon où on enregistre encore des effectifs pléthoriques. Est-ce qu'il y a un problème de planification? Quelle ville? Vous prenez le cas de Port-Gentil, oui. Vous prenez le cas de Franceville, vous prenez le cas de Mwanda, on assiste, il y a encore des effectifs pléthoriques. Mais là, vous parlez de... Vous pouvez avoir être enseignant, vous-même vous êtes un enseignant de métier, vous pouvez avoir être enseignant, mais quand vous avez une classe de plus de 40, 50 élèves, même si vous êtes un brillant enseignant, monsieur le ministre, vous allez avoir des résultats. Je vais vous dire comment nous procédons. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre de l'Éducation nationale, avec les collaborateurs que j'ai, prend des décisions chaque jour. Je vous le redis, hein, mais en vous regardant clairement comme ça, que nous pouvons rester à pleurnicher en disant on n'a pas construit, donc on ne fait rien. Donc on va aller à des effectifs de 80, 90, 120. On l'a fait pendant plusieurs années. Mais nous pouvons aussi prendre des décisions. Et nous avons pris la décision d'adopter le principe du double flux. Le double flux, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir au lycée Léomba des classes de 40 élèves. C'est ça la décision, le double flux, il faut préciser. Le double flux, je dis bien, il s'agit bien du double flux, il ne s'agit pas de mi-temps. Il ne s'agit pas non plus de turnover. C'est pas du turnover. Ça n'a pas. Alors c'est quoi la différence entre le double flux et le turnover? La différence, c'est que dans le turnover, l'élève vient le matin, il ne sait pas dans quelle classe il va chercher une classe qui est libérée, et puis bon, il va. Mais dans le double flux, nous faisons ceci. Au lycée national Léomba, dans le complexe, nous avons en gros à peu près 130, 140 salles de classe physiques. Bien, voilà. Quand nous pratiquons le double flux, ça nous amène à 280. Donc nous doublons le nombre de salles de classe. Et nous faisons ceci. Il y a un trop-plein en 6e, il y a un besoin d'aller vite pour ceux qui ont des classes d'examen 3e et terminale. Nous mettons ces élèves-là dans le flux du matin, de 7h à 13h. Et les autres viennent l'après-midi. Au début, il y a des problèmes de réglage, ça ne marche pas, mais on a fini par faire adopter ça par tous les enseignants, qui sont aujourd'hui très heureux d'avoir non pas 120 élèves, mais 45 élèves. Aujourd'hui, si vous allez au lycée Léomba, il n'y a pas une classe qui excède 45 élèves. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, où en êtes-vous avec la convention signée avec l'Agence française de développement, une des plus grosses enveloppes assignées, 101 milliards. 101 milliards de francs pour la construction des établissements à Libreville et à Port-Gentil. Mais la convention, elle est active. Elle est active. L'État gabonais... L'argent est dans... Et vous avez pu... Non, l'argent est dans les caisses de l'AFD. D'accord. Hein? Voilà, il faut le préciser. C'est un peu trivial, mais au moins on est rassuré. Nous sommes encore en train de traiter des procédures pour rendre possible les travaux qui vont permettre de construire des salles de classe additionnelles à Libreville et à Port-Gentil. Mais à l'heure où nous parlons, cet argent n'est pas encore dans les caisses. Mais le dossier est actif. Nous travaillons régulièrement. Il y a une équipe qui a été mise en place qui travaille sur ces questions. Prosper, peut-on revenir sur la réforme des coefficients? Ah oui. Aujourd'hui, et la nouvelle est tombée comme un coup près, en début d'année, le ministre de l'Éducation nationale fait une déclaration que désormais toutes les matières se valent au niveau du premier cycle. Toutes les matières sont ramenées à 1 du collège, il faut le dire. Hein? Comment? Premier cycle du collège. Premier cycle du collège. Oui, d'accord. Donc toutes les matières sont ramenées à 1 de coefficient. Alors, qu'est-ce que ça induit comme conséquence? Nous sommes dans un système où nous ne sommes pas les seuls. Si vous allez au Congo à côté, ils ont adopté l'harmonisation des coefficients depuis plusieurs années, depuis pratiquement 20 ans. Le Cameroun, tous les autres pays francophones l'ont fait. La France elle-même l'a fait depuis une trentaine d'années. Mais nous sommes restés là-dedans, seuls.
Ce n'est pas normal. Quel est l'impact en l'impact de filière? D'abord, l'impact négatif. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un taux de redoublement très élevé. Toute l'expertise internationale a rendu ses conclusions. C'est pour cela qu'au débat, lors du débat aux États généraux de 2010, tout le monde, tous les acteurs qui étaient présents, y compris les syndicalistes qui se sont levés lorsque la décision a été prise, tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut passer rapidement à l'harmonisation des coefficients. Mais si on ne le fait pas, que devient l'école gabonaise dans 5 ans? Avant de passer à un autre volet de notre émission, pour résumer, quelle est votre vision de l'école gabonaise en quelques mots? Mais écoutez, est-ce que je suis en mesure de dire en quelques mots? Oui, mais disons simplement que l'école est utile. L'école, elle est utile. L'école est nécessaire. L'école, c'est la vie. L'école, c'est l'avenir. L'école de la République, c'est celle que nous défendons. Voilà. L'école de la République, c'est-à-dire celle qui permet de nourrir un optimisme évident pour l'avenir de ce pays. Qu'est-ce qu'on fait si l'école meurt? Nous n'avons pas le droit d'amener sur l'école des impacts négatifs. Nous n'avons pas le droit de transporter nos frustrations, nos problématiques politiciennes et socio-culturelles à l'école. L'école doit être le lieu du rassemblement. La main pour justement annoncer le prochain reportage qui suit. Il s'agit du quid de la paralysie du secteur éducation et responsabilité. On se retrouve avec Aimé Manix Mondjo. Ce n'est un secret pour personne. La réussite de nos enfants à l'école dépend en majeure partie de la qualité de l'enseignement qui leur est dispensé, par conséquent des qualités de pédagogues des enseignants qui font classe chaque jour. Les parents ont également un rôle à jouer dans cette partition de la réussite, au même titre que les anciens élèves dont l'expérience d'aînés est précieuse, au même titre que le personnel qui encadre au sein de l'école des générations d'enfants, que le ministère de tutelle qui décide et met en œuvre une politique d'égalité des chances partout sur le territoire national, que les syndicats dont la mission est de défendre les intérêts de leurs adhérents. Il est donc clairement et officiellement établi que lorsqu'un enfant réussit son examen ou brille à l'occasion d'un concours, c'est à toute une chaîne qu'il le doit, question de reconnaissance collective. Pour autant, le moindre grain de sable dans la machine réussite, et c'est l'école que l'on pointe immédiatement du doigt. À la moindre crispation du système, c'est au personnel administratif que l'on fait des reproches. Dès lors qu'il y a un mouvement de grève, c'est le ministère tout entier qui se retrouve sur le banc des accusés. Alors, comment expliquer cet état de fait qui perdure depuis plusieurs années? Pourquoi le partage de responsabilités se fait-il seulement à sens unique? Une énigme qui reste entière comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de l'école gabonaise. Florentin Moussavou, au regard de ce que nous venons de suivre dans ce reportage, la crise remonte à plusieurs années. Peut-on sortir de cet enlisement? Il faut croire que oui. Sinon, nous ne serions pas là. L'État prend le dessus. L'État est présent. Le peuple gabonais a envie d'une école qui fonctionne. Nous sommes sur ce plateau précisément pour en parler parce que nous avons foi dans ce que l'école gabonaise, c'est l'avenir. Nous avons donc le devoir, tous autant que nous sommes, de nous pencher sur l'école et garantir à nos enfants un avenir qui permet au Gabon de survivre et de se développer. Aimé Manix Mondjo, vous nous avez rejoint. Vous avez en charge le volet société et économie de ce numéro. Bonsoir Patricia, merci. Bonsoir Monsieur le Ministre. C'est un plaisir de me retrouver face à vous. Cette grève qui n'est à présent que suspendue, elle fait suite à la non-considération de plusieurs revendications des partenaires sociaux, ex-CONACYCED et bien entendu le Sénat. Aujourd'hui, tout n'est cependant pas réglé intégralement, mais les cours ont quand même repris dans l'ensemble du pays. Un semestre de paralysie, cela ressemble à une plaie, une grave plaie qui n'a fait que se cautériser au fil du temps. Quel argument utiliseriez-vous pour rassurer les parents d'élèves que le temps qu'il reste n'est pas trop court pour pouvoir apprendre des notions qui nécessitent quand même 9 mois de cours? Nous savons depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, exactement ce qu'il y a à faire au cas où les enseignants reviendraient dans les salles de classe. Les enseignants ont commencé à revenir dans les salles de classe depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois.
il y a des établissements qui fonctionnent aujourd'hui à 100% parmi ceux qui ont été impactés. Ceux qui n'ont pas été impactés, c'est-à-dire la grande majorité des établissements, ceux-là n'ont aucun problème. Mais nous mettons l'accent sur ces établissements qui ont été lourdement impactés par le mouvement de grève. Maintenant, alors comment on fait pour assurer 8 semaines les parents de cours perdus, comment ça se rattrape? Pardon? 8 semaines de cours perdus, comment ça se rattrape? Non, 7 mois de cours perdus. Comment on rassure les parents d'élèves que le temps qu'il reste n'est pas trop court? En matière de pédagogie aujourd'hui, les outils dont nous disposons permettent effectivement de rattraper ces 8 semaines de cours perdus. Nous avons des moyens aujourd'hui qui permettent d'aller dans le sens d'obtenir que ces élèves-là, sur les 2 mois de cours et demi qui restent, que les enseignements nécessaires. Sans changement de calendrier, on pourra atteindre les 25 semaines de cours homologués. Oui, mais attendez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire trop de religion par rapport en fait à ces chiffres-là. Et puis, vous savez, ceux qui énoncent ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils en savent précisément? Vous savez, dans les programmes pédagogiques, il y a 2 aspects à prendre en compte. Il y a les aspects quantitatifs, il y a les aspects qualitatifs. Faites confiance aux pédagogues, faites confiance aux techniciens qui sont là, faites confiance à tous. Il y aura un petit chamboulement, donc, en tout cas, en termes de cours dispensés. Donc, il y aura une sélection. Est-ce que, finalement, le niveau des élèves... Nous ne parlons pas de ça au futur. Nous le faisons depuis pratiquement 1 mois et demi, 2 mois. Est-ce que, finalement, ça va permettre de maintenir la qualité de l'enseignement? Bien entendu. Aujourd'hui... Monsieur le ministre, si vous me permettez, alors... Est-ce que de part et d'autre, on n'endosse pas la responsabilité de la durée des négociations avec les partenaires sociaux? Le 6 février dernier, au cours d'une réunion conjointe, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la fonction publique, avec les partenaires sociaux, le Sénat, le syndicat de l'Éducation nationale, propose une sortie de crise via le paiement des primes qui sont dues aux enseignants et de laisser pour plus tard le reste des revendications. Vous donnez votre accord de principe, mais sans effet ensuite. Mais à la grande surprise, le gouvernement prononce la suspension des salaires de 807 fonctionnaires et de la radiation de 19 autres du secteur de l'éducation. Est-ce que c'était nécessaire finalement? Est-ce que c'était un préalable pour pouvoir finalement régler une partie du problème? Mais vous voyez, la manière dont vous présentez la chose s'appelle un raccourci. Et c'est un raccourci qui peut se révéler dangereux parce que si vous dites le 6 février dernier, lors d'une réunion à la fonction publique, on décide que non. C'est passé dans les chaînes d'information. C'était une réunion, elle n'était pas secrète. Mais vous savez, je constate que vous n'avez pas prêté attention à ce que le gouvernement a dit, à ce que moi j'ai dit, parce que moi aussi je suis passé sur les chaînes de télévision. Vous avez donné votre accord de principe par rapport à la proposition du Sénat. Mais attendez, mais vous dites, on a donné notre accord de principe par rapport à la proposition du Sénat sur le paiement des vacations et de la PIP. Exact. Mais le ministre de l'Éducation nationale ne s'engage jamais sur ce genre de questions. D'où l'accord de principe. Non, mais monsieur, vous savez, depuis quand cette revendication est inscrite dans les cahiers des charges des syndicats? Elle est inscrite en permanence. Maintenant qu'on a payé la PIP et les vacations, mais on attend maintenant les prochains examens pour réinscrire cette question. Donc, de manière permanente, je dirais même de manière pérenne, elle est inscrite. Mais voyez-vous, ce que nous ne mettons pas sur la table, c'est quoi? C'est que, une fois cette rencontre organisée, lorsque nous sortons de cette rencontre, mais nous avons également d'autres conclusions sur lesquelles le partenaire qu'est le Sénat ne se prononce pas. Parce que les engagements qu'il a pris, qui visait aussi à lever le mot d'ordre de grève, dès lors que nous étions d'accord sur les questions fondamentales. Vous n'avez même pas évoqué les questions qui relèvent en fait des aspects pédagogiques sur lesquels nous sommes tombés d'accord, mais qui sont restés dans le cahier des charges du Sénat jusqu'à samedi dernier. C'est finalement le seul syndicat avec lequel vous négociez le Sénat? Mais pas du tout, Parce qu'il revient quand même. Oui, revient. Bon, vous savez, tout le monde peut prétendre être mis à... J'ai entendu tellement de choses, hein. C'est-à-dire que les syndicats ont prétendu que le ministre ne reçoit pas, le ministre ne discute pas, le ministre ne fait jamais rien. Mais quand on se retrouve, comme ce fut le cas samedi dernier, encore, avec à la fonction publique, j'ai passé toute la journée avec le Sénat à nouveau. Avec le Sénat? Oui, ils ont reconnu, devant le ministre de la fonction publique, devant les personnes qui étaient présentes, qu'en effet, le ministre nous a reçus, qu'à tel moment nous sommes tombés d'accord sur telle chose, telle autre chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons affaire à des partenaires qui, eux-mêmes, ont déclenché un mot d'ordre de mouvement, un mouvement de grève générale illimité. Hein? Et lorsque nous sortons de ces situations-là, voyez-vous, le Sénat a prononcé à lever, donc c'est même pas une levée, c'est une suspension. Ils ont donc annoncé lundi qu'ils suspendaient leur mouvement de grève. Suspendre, hein. Pour 3 mois. Oui, pour 3 mois, voyez-vous.
Donc, en fait, il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement. Nous avons discuté ça. Nous avons discuté les autres revendications. Mais nous avons discuté samedi. Le Sénat a pris l'engagement de sortir de la crise. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés toute la journée de samedi, hein, de 9h à 16h, au ministère de la fonction publique. Et quand ils vont prendre la parole après leur assemblée générale, ils disent qu'ils suspendent pour 3 mois. Bon, mais je préfère ne pas m'appesantir sur ces aspects-là. Vous avez évoqué la question de l'interdiction de la CONACYCED, vous l'avez dit? Non, non, pas du tout. Cela relève du ministère de l'Intérieur. Votre collègue qui sera certainement ici sur ce plateau avec lui, nous allons l'aborder. Mais vous plaignez, guillemets, qu'on n'ait pas relevé aussi les aspects pédagogiques des discussions. Mais, Monsieur le ministre, le gouvernement dont vous êtes membre a toutefois répondu favorablement à l'une des requêtes des partenaires sociaux. Il s'agit de le paiement de la prime d'incitation à la performance, mais aussi des vacations depuis le 10 avril passé. Les montants sont colossaux. Je vais les rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Pour la PIP, cela va jusqu'à 7 milliards 210 912 074 francs CFA. Et pour les vacations, la première tranche, 2 milliards 167 785 119 francs CFA. La deuxième tranche, quant à elle, va à 3 milliards 983 781 035 francs CFA. Le total, 13 milliards 200 millions de francs CFA. C'est un effort considérable du gouvernement dont vous êtes membre. Mais alors, partons de vous. Mais oui, mais vous voyez bien que le gouvernement fait des efforts. Je vous le dis parce qu'avant, vous pensiez qu'on n'avait pas à relever les efforts que vous faites. Non. Moi, je voudrais simplement dire que le gouvernement fait des efforts considérables. C'est 13 milliards de francs. Vous savez, ces 13 milliards, tout à l'heure, celui qui vous a précédé parlait de l'infrastructure, de la construction. Vous imaginez 13 milliards, combien d'écoles, combien de salles de classe on pourrait construire. Mais ces 13 milliards ont été versés aux enseignants dans le cadre de la PIP, de rattrapage de la PIP et des vacations. Nous espérons que ce message, une fois passé, les enseignants qui ont décidé de reprendre les cours sont réellement présents. Et c'est ce travail que nous faisons maintenant qui consiste à vérifier que les cours sont effectivement assurés. Nous vérifions dans les cahiers des élèves, nous vérifions dans les registres qui sont à la disposition des censeurs, des directeurs des études, parce que nous voulons nous assurer que les élèves sont réellement présents en classe. Pour abonder dans votre sens, Florentin Moussavou, je vous propose cette petite pause qui revient sur les conditions d'apprentissage de l'école gabonaise. Un des meilleurs taux d'alphabétisation du continent, un cursus élaboré autour d'une seule et unique langue d'enseignement, mais un taux de redoublement qui donne le vertige, une moyenne de 17 ans pour le BEPC, soit 5 de plus que la norme, des programmes classiques, trop classiques, qui remplissent de moins en moins bien leur fonction d'aiguillage vers la vie professionnelle, des effectifs pléthorique, avec un plancher au double des standards recommandés pour le rapport apprenant-enseignant. Des enseignants qui se sentent volontiers mal considérés par la société, engoncés dans leur corset public, parfois abandonnés à leur sort sans aucun moyen, priés d'attendre des mois leur salaire pour les nouveaux intégrés, tentés d'aller faire un autre boulot à côté pour les anciens rassurés par l'argent qui tombe tous les mois. Des équipements, et fort notables du côté du Made in Gabon, ces tables-bancs, 10 000 déjà, fabriqués à Nkok par des Gabonais avec du bois bien de chez nous. La commande atteint les 170 000 exemplaires et donc les menuisiers ont du banc sur la planche. Les parents, un sursaut est nécessaire, une prise de conscience pour que cessent les divers arrangements anti-redoublement et autres tourismes scolaires avec trafic de bulletins, pour que les enfants se sentent accompagnés, stimulés, encouragés dans leurs études, autrement que par le maniement expert du décodeur TV. Mais Manix Monjo, le reportage qui vient de passer vous a inspiré une préoccupation. Oui, c'est là encore, on a parlé des efforts que le gouvernement fait. En novembre 2007, vous avez commencé à livrer les tables-bancs à Libreville et à l'intérieur du pays. Vous en êtes aujourd'hui à 10 000 tables-bancs livrés. C'est d'ailleurs une autre satisfaction aux besoins inscrits au cahier des charges des syndicats. Et vous voulez atteindre les 170 000 tables-bancs, soit la demande au niveau national. Mais il y a aussi ces autres aspects. De 2009 à 2015, on parle des structures livrées. Donc de 2009 à 2015, 317 salles de classe, 26 laboratoires, 37 logements d'astreinte, un centre d'appui pédagogique et logistique, 11 clôtures, un internat,
3 salles multimédia. Ça fait partie des efforts aussi. Mais vous savez, le ton de l'émission Le Ndimba est par définition sérieux. Mais sérieusement quand même, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique, quelles sont les localités du Gabon qui ont bénéficié de ces travaux-là? En même temps, vous notez que là où l'État a investi aussi, en province, il y a des établissements qui fonctionnent très largement en deçà des capacités qui ont été mises en œuvre. Mais l'État poursuit ses efforts en raison justement des moyens qui sont mis en œuvre et en raison de la demande qui est très forte. Vous avez noté tout à l'heure que l'État s'est engagé auprès de l'AFD pour un financement de l'ordre de 100 milliards, 101 milliards de francs, de manière à rattraper les carences que nous avons en infrastructure à Libreville et Port-Gentil. Donc c'est l'estuaire qui a bénéficié, le Moyen-Ogooué? Mais il y a eu des efforts, je l'ai dit, de ces dernières années, il y a eu des efforts dans pratiquement toutes les provinces. Dans chaque capitale provinciale, on a construit un bâtiment ou deux, on a ajouté des salles de classe. Mais comme je le dis, si vous suivez ce que je dis, vous comprendrez que la demande est beaucoup plus forte à Libreville. Vous savez, nous attendons pour la rentrée prochaine, au mois de septembre prochain, nous attendons à peu près 40 000 élèves, 45 000 élèves en classe de 6e. Il s'agit maintenant pour nous de trouver les moyens d'adapter. Et parmi une des infrastructures très attendues, ce sont les internats qui ne sont plus opérationnels ou sont désuets quand ils existent. Florentin Moussavou, c'est une entorse à la formation et à l'encadrement de la jeunesse. Mais pourquoi? Cela fait plus de 20 ans que les internats sont fermés. Ils partent fermer au fur et à mesure. C'est un vrai problème, c'est une préoccupation que nous avons. Et le président de la République lui-même est en train de s'occuper vraiment de... Ils vont rouvrir les internats? C'est un souci que le président de la République, à titre personnel, partage. Il me l'a partagé, de tout faire pour réouvrir les internats. Parce que je peux le dire très clairement, parce que chaque jour, je mesure l'ampleur de la situation, d'autant plus que nous avons de très nombreux élèves qui arrivent des provinces, de l'intérieur du pays, et qui viennent dans les capitales provinciales, qui arrivent à Libreville et qui n'ont pas toujours la famille d'accueil. Nous avons des élèves qui arrivent par transfert, nous avons même des problèmes avec les classes préparatoires au niveau du lycée Léon Bas. Les internats sont une nécessité. Les internats ont permis à plusieurs générations de Gabonais d'accéder à l'école et de réussir. Et je crois que c'est une obligation pour nous de sauver les internats. C'est une préoccupation que vous avez au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, le 20 décembre 2016, peu avant 18 h, un élève du complexe Léon Bas est agressé à l'arme blanche par un de ses condisciples. Il meurt quelques heures plus tard. On déplore aussi un vaste réseau d'échanges et de consommation de produits dopants en milieu scolaire. Au lycée de Congo, c'est un exemple. On note des casses à répétition visant finalement à intimider les responsables. Bref, l'école gabonaise, monsieur le ministre, serait-elle en train de devenir le lieu où les Apaches et les Cowboys règlent leurs conflits d'autorité au mépris des principes du vivre ensemble? Oui, la question que vous soulevez m'amène à adopter le ton de la gravité. La violence à l'école, certains diront les violences scolaires, la violence à l'école est une réalité et nous aurions tort de le cacher. Il ne se passe pas un jour sans que je sois interpellé parce qu'un élève a mis des ciseaux dans le ventre de son voisin de table, a enfoncé le compas dans la main de son camarade et le drame du 20 décembre, nous l'avons tous à l'esprit. C'est d'une gravité extrême parce que si les enfants vont à l'école le matin, les parents les envoient à l'école le matin pour apprendre pour la maman qui a perdu cet enfant à 23 h que son enfant est mort à la suite des coups reçus de son camarade, son ami, parce que la description qu'il nous en a été faite après, montre que ce sont des amis qui jouaient dans le même club, qui étaient souvent ensemble. Et en même temps aussi, l'autre maman qui a appris que son enfant était devenu un meurtrier, parce qu'il a donné un coup mortel à son camarade. Cet enfant qui a 15 ans, c'est un enfant de 15 ans qui a donné le coup mortel à l'autre, qui avait 18 ans et qui est décédé. Cette affaire a donné
un sentiment en tout cas de quelque chose d'inachevé, d'inaccompli. Et moi, le premier, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai alerté aussitôt les plus hauts responsables du pays pour nous rendre compte que là, nous étions en face d'un drame de trop. Monsieur le ministre, à l'instant, avec Prosper Tonda, vous avez accepté que c'était l'école publique qui avait fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est elle qui avait dans ses programmes une matière qui s'appelait la morale. Et c'est dans cette matière que, moi, en tout cas, en mon temps, année école, il y avait l'une des notions de cette matière en cours élémentaire, CE1, CE2, était « ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse ». C'était aussi l'apprentissage du respect des aînés, par cette matière, bien entendu, de l'autorité, finalement, d'autrui. Cette matière n'existe plus en tant que telle, la morale. C'est déplorable d'ailleurs par plusieurs parents d'élèves. Conséquence, eh bien, les élèves sont en déperdition. Regardez cette image que vous avez enfin devant vous à l'écran. Ce sont des emballages de comprimés usagés appelés tramadol, un produit consommé sans ordonnance par des élèves en milieu scolaire et qui les met dans un autre état. Monsieur le ministre, puisqu'on parle d'insécurité, d'inquiétude, est-ce qu'il arrive des moments où vous vous dites l'éducation nationale et l'éducation civique est difficile à gérer, il y a tellement de jeunes, d'expression garnement, j'abandonne? Ben, alors, lorsque j'aurais dit que j'abandonne, celui qui viendrait après moi abandonne. Et on fait quoi? Est-ce que c'est ça l'objectif? Non, je crois que, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes bien conscients que l'école porte des souffrances, les stigmates de tous les actes qui sont commis autour de nous, parce que l'école, elle est dans l'environnement socio-culturel que nous partageons, sociopolitique que nous partageons. Nous avons nous-mêmes décidé de désanctuariser l'école. Je me rappelle l'école de mon enfance, l'école que j'ai connue, c'est un endroit où, lorsque le directeur de l'école avait sonné la cloche, chacun partait vers sa maison et on ne revenait pas à l'école. Aujourd'hui, nous avons toutes nos écoles qui sont dans les quartiers et même dans les villages. Le soir, vous trouvez des gens qui sortent des tables bancs et qui viennent faire la fête dans les écoles. C'est un pli que nous avons adopté il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Il y a même des réunions politiques qui se tiennent dans les écoles alors que cela est interdit. Cela est interdit. Certains chefs d'établissement s'autorisent à percevoir de l'argent pour organiser des fêtes, des mariages et tout ce qu'on veut dans les écoles. Mais le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas être seul à lutter contre cela. Il y a nécessité de prendre les choses en main. Mais vous savez, vous pensez bien que dans chaque établissement, les chefs d'établissement prennent toutes les précautions. Mais jusqu'où peuvent-ils aller? Je vous ai dit que nos établissements aujourd'hui, c'est d'abord les sureffectifs. C'est aussi l'insuffisance des moyens. C'est aussi et surtout que pratiquement toutes nos écoles ont autour d'elles une ceinture de population parce que les gens viennent coller leur maison directement sur le mur de l'école. Oui. Je vais prendre ceci pour votre conclusion pour cette première partie de notre émission. Nous allons maintenant changer de plateau. On se retrouve avec notre prochain invité. Il s'agit de Fridolin V. Messa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Je voulais annoncer en l'entame de cette émission, pour la partie débat, nous recevons Fridolin V. Messa, le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, en abrégé Sénat. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur V. Messa, vous êtes également inspecteur pédagogique, formateur à l'école normale des instituteurs d'Ovendo. Et vous avez donc accepté notre invitation pour rencontrer votre tutelle. Je rappelle que vous et l'ex-CONACYCED avez tenu une grève qui a duré plusieurs mois, environ 7 mois. Et après, quel est le bilan de ce mouvement? Alors, il faut noter qu'effectivement, le Sénat est rentré en grève le 31 octobre 2016. C'est une grève reconduite parce que la première avait été suspendue le 30 janvier 2016. Donc, elle vient d'être suspendue le lundi dernier, 24 avril 2017. Nous sommes une partie des responsables qui gérons le système éducatif gabonais en tant qu'enseignants et en tant que syndicat, mais nous n'endossons pas la seule responsabilité parce que les responsabilités sont partagées. Parce que vous avez l'institution qui est en charge de la gestion du système dans son ensemble, mais vous avez des enseignants qui ont la gestion de pratique
de l'aspect pédagogique dans leur classe. Est-ce que vous êtes prêt à rattraper ces 7 mois d'absence? Vous savez, un enseignant, c'est fait pour être en classe, ce n'est pas fait pour être à la maison. Donc, et la responsabilité revient à l'institution qui doit décider de la conduite à tenir. Mais vous avez levé le mouvement ce lundi? Nous avons levé le mouvement, nous avons repris les cours, nous sommes à la disposition de notre tutelle. Bon, c'est à l'actuel de décider s'il voit que la grève a impacté négativement le système. Bon, il apporte des réajustements nécessaires en nous demandant, par exemple, de rattraper les cours pour une durée qu'il fixera. Donc nous sommes prêts à... Pour les parents d'élèves qui vous écoutent actuellement, Fridolin Vemessa, est-ce que vous garantissez la qualité de l'enseignement avec les semaines restantes? Bon, la qualité, peut-être pas la qualité souhaitée, parce que les enseignants vont aller vite, parce que le temps, si le calendrier n'est pas réajusté, les enseignants vont vouloir faire vite, vont vouloir prendre des raccourcis, ce qui n'est pas de dur à durée d'une année sereine. Donc je pense que le ministère, je le dis en présence du ministre, doit prendre la mesure nécessaire pour que les cours puissent être rattrapés dans la norme. Dans la norme, pour vous, il s'agit un petit peu d'un réaménagement du calendrier, c'est ce qu'on comprend. En fonction, effectivement, des préoccupations. Monsieur le ministre, la préoccupation du Sénat. Oui, disons que, voyez-vous, au début de l'année scolaire dernière, j'avais fait une intervention sur plusieurs plateaux de télévision au sujet du calendrier scolaire. Le calendrier scolaire, c'est un outil. Le calendrier scolaire, c'est un référentiel qui s'adosse sur la loi. Hein, on ne décide pas du calendrier scolaire comme on pourrait décider d'aller au marché le lendemain matin. Maintenant, il y a une situation qui s'est créée du fait de cette grève. Je l'ai dit, l'impact de la grève a été plus lourd dans certains établissements. Ces établissements sont aujourd'hui pris en charge par les pédagogues, comme au chevet des malades, pour trouver les solutions, les remèdes qui conviennent. On a entendu tellement de choses, y compris sur certains syndicats ont épilogué pendant plusieurs semaines sur la date butoir du 20 mars. Mais tout ça, ce sont des mythologies qu'on développe comme ça. On a dit que ça va être l'année blanche sans que les gens se rendent compte de ce que ça peut avoir comme effet. Cette rencontre est attendue parce que nous offrons aujourd'hui au niveau du Nzimba cette rencontre et les Gabonais et les concitoyens vous regardent. Est-ce que cette année va aller d'une part à son terme? Est-ce que la qualité de l'enseignement sera donnée aux élèves et inscrits donc dans les établissements? Est-ce que finalement nous pourrons avoir une cuvée 2016-2017 aux normes? Mais avant d'aller là, je voudrais, puisque nous sommes là face à face, M. Fridolin Vemessa, secrétaire général du Sénat, qu'il dise que les engagements qui ont été pris, parce que la décision de lever, plutôt de suspendre la grève, c'est une décision qui a également de l'effet, il faut absolument qu'il affirme ici devant les Gabonais que les membres du Sénat qui ont obéi à leur niveau à ce mot de grève générale déclenché au début de l'année, que les membres du Sénat prennent également, donc dès aujourd'hui, l'engagement d'être présents en classe, d'assurer les enseignements et de répondre aux exigences en fait de l'emploi. Parce que, voyez-vous... vous êtes prêt de manière à travailler de manière sereine avec les instructions du ministère? Mais tout à fait, nous sommes partenaires. On n'est pas partenaires pour rien, on est partenaires pour faire ensemble. C'est ça le partenariat. Donc pour construire ensemble. Vous savez, les problèmes que nous posons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, on a l'impression qu'on fait la même chose chaque année. Par exemple, oui, un petit peu. Parce que les problèmes financiers, par exemple, je prends par exemple le cas des vacations. C'est un problème qui se pose tout le temps. Or, on en a marre de faire des grèves de vacations. On se dit, il faut régler le problème une fois pour toutes. Bon, on est heureux. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, on est heureux de constater et faire en pâtir les élèves. Non, on est heureux de constater que le ministère, avec la fonction publique, ont pris une résolution de payer les examens une fois après service fait, et cette fois-ci dans les bulletins de salaire. Donc ça, on ne devrait plus entendre parler. On ne devrait plus. On doit se consacrer aux problèmes pédagogiques. On a trouvé une solution. On doit se consacrer aux problèmes pédagogiques. Nous, au niveau du Sénat, on n'est pas là pour s'occuper que des problèmes pécuniaires. Parce que nos problèmes sont des problèmes pédagogiques en premier. Parce que lorsqu'on demande... Vous réclamez la PIP. Non, la PIP n'était pas le premier point de notre revendication. Notre premier point de revendication, parce que puisque vu qu'on a réglé ça, finalement vous repartez en cours. Non, non, non.
notre première revendication, c'était la construction des structures scolaires. Oui. Et puis c'était la formation des enseignants en quantité, en qualité. Et nous avons fait des propositions que la tutelle a, que le gouvernement a. Donc, on attend. Parce que si les classes ne sont pas construites et que les enseignants continuent à travailler avec 150 élèves par classe, c'est anormalement anormal, si je peux m'exprimer comme ça. Si les enseignants continuent à être... si nos élèves continuent à découvrir les mathématiques en classe de 3e, c'est anormal. Donc, nous disons que le gouvernement doit véritablement prendre l'éducation comme une priorité des priorités. Parce que nous l'avons vu avec le programme Graines. Ouais, on a vu des moyens arriver, on a vu des gens se mobiliser, mais on voudrait que les gens se mobilisent également comme ça pour l'éducation. Et je suis aise de parler devant le ministre en disant avec que le chef d'État... 13 milliards investis au niveau du paiement... mais 13 milliards, c'est dans l'eau. Les 13 milliards, c'est dans l'eau parce que ça ne regarde pas le pédagogique. Les 13 milliards, là, c'est parti dans l'eau parce qu'il fallait payer le pécunier. Mais alors que nous, on veut qu'on consacre l'effort pour la formation de nos enfants. C'est ça. Bien, madame, non, je crois qu'il faut dire une chose, c'est tout à l'heure, j'ai en vain essayé d'évoquer la question de la responsabilité, parce que c'est de ça dont il est question ici. Voyez-vous, après 5 mois de grève, nous avons un impact. Nous avons des effets et des conséquences. Aujourd'hui, la question revient sur la table du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a une responsabilité des syndicats. Ce sont eux qui ont déclenché le mouvement de grève. Mais tout ça pourquoi? Parce que dans notre pays, nous avons déconstruit 2 valeurs fondamentales. C'est 1, la patience, 2, la confiance. Les partenaires sociaux... Depuis 2009. Oui, les partenaires sociaux... Non, même les partenaires depuis 1989. Oui, mais maintenant voyez-vous, c'est-à-dire que quand on fait le bilan, vous dites 89, donc bientôt 30 ans. Voilà. Oui. Si la seule solution, et là je m'adresse seulement aux Gabonais pour dire, si la seule solution à la question de la confiance, c'est la grève, vous voyez les effets qu'il y a. Depuis combien d'années sommes-nous tout le temps en train de déclencher des grèves et en train de les suspendre, en train de repartir? Mais les mots sont connus, mais la grève a un impact très lourd sur l'école. La qualité de l'école s'en ressent. Combien d'enfants ont dû sortir du circuit scolaire parce que justement il y a des grèves? Voyez-vous, je viens de vous dire là, en prenant l'exemple particulier du lycée Indéger Gondrou, mais j'aurai les chiffres dans les prochaines heures parce que j'ai demandé au proviseur de me les fournir. 876 élèves en classe de 6e en septembre. Combien en reste-t-il? Chaque fois qu'il y a une grève, il y a du décrochage scolaire. Nous évaluons à peu près entre 10 000... Excusez-moi, vraiment, je voudrais le dire avec vraiment la gravité qu'impose la situation. Chaque fois qu'il y a une grève à l'éducation nationale, il y a à peu près 10 000 petits Gabonais qui sortent du circuit scolaire. Et sur 10 ans, sur 15 ans, c'est lourd, c'est lourd. Oui, il faut construire des écoles. Parce que ça fait 30 ans bientôt que nous attendons mais cette école, malgré le fait qu'on ne construit pas des écoles chaque année, cette école, c'est celle qui permet d'avoir les cadres. Je vois qu'il y a des jeunes journalistes qui sont là. Ce sont des gens qui ont donc été à l'école dans ce contexte où il n'y a pas assez d'écoles, où il n'y a pas assez de place. Je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire, mais je dis simplement que la solution, ce n'est pas d'arrêter justement l'école. C'est un phénomène nouveau. Nous disons que la grève est un des éléments perturbateurs du système. Un des éléments. Parce qu'aujourd'hui, depuis les années 90, notre système éducatif est en déclin. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un jeune Gabonais va à l'extérieur, il reprend une année. Donc on lui fait faire une année préparatoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas systématique. C'est systématique. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Togo. Parce que moi, j'avais mon fils qui était partout au Ghana, après son bac. Mais on lui a fait faire une année préparatoire parce que le niveau du système éducatif gabonais est bas. C'était pas une année de langue, hein, c'était une année de remise à niveau. De remise à niveau parce que le système éducatif est bas. Mais c'est l'image que vous envoyez. Nous, on assume le problème de faire des grèves. Mais il faudrait que le gouvernement assume sa partie de responsabilité. Parce que la grève nuit, c'est vrai. Mais le fait, la grande nuisance, c'est de faire travailler des enseignants dans des conditions désagréables. Parce que lorsqu'un enseignant a sa charge 150 élèves, comme c'est le cas à Ouloumi, il a à sa charge 7 salles pédagogiques. Monsieur... Multipliez le nombre d'évaluations, parce qu'il y a 150 copies à corriger
par 7 classes fois 3 évaluations minimum par trimestre. Ça fait quelle charge? Ça, c'est de 1. Il ne faut pas s'arrêter sur des chiffres comme ça. Si, monsieur le ministre, c'est ça la réalité. Non, il faudrait qu'on se dise des vérités, monsieur le ministre, pour construire. Bon, lorsque l'enseignant travaille dans un établissement où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas de connexion Internet, où il n'y a même pas de toilettes, dans nos établissements scolaires, il n'y a pas de toilettes. Nos enfants qui arrivent vont aller où? Nos enseignants qui sont là vont faire comment? Donc, c'est le minimum qu'il faut mettre en place pour que l'enseignant se sente valorisé, nos élèves se sentent considérés. Lorsque les enfants font des kilomètres, aujourd'hui, pour quelqu'un qui va de l'Enakiri pour aller à Lubigman, à l'aéroport, c'est l'échec assuré, parce qu'il ne va jamais arriver à l'heure. Monsieur Messa, vous savez, en début d'année, j'avais énoncé l'idée suivante, que désormais, l'orientation en classe de 6e se fasse en fonction du lieu de résidence. Une école de proximité. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'école de proximité, c'est l'école à proximité pour l'instant, parce que l'école de proximité, c'est lorsqu'on a construit l'école, effectivement, dans les différents quartiers. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais l'école à proximité. Ça, nous pouvons le faire, et nous devons le faire. Oui. C'est cela qui nous a amené d'ailleurs à transformer le lycée d'excellence en collège, parce que dans la zone d'Ovendo, précisément, le problème se posait en termes de capacité d'accueil au premier cycle. Une des mesures fortes que nous sommes en train de préconiser, on aurait même pu la mettre en route au début de l'année 2016-2017, c'était que nous avons décidé de diriger tous les établissements en lycée un peu partout dans le pays. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire les choses. Et chez nous, un lycée, c'est un fourre-tout, c'est à la fois le premier cycle et le second cycle. Nous allons faire en sorte qu'il y ait le moins de lycées possible dans la région de Libreville et environ, de telle manière que certains établissements qu'on appelle lycées, pompeusement, deviennent des collèges. Tant qu'on n'a pas construit des collèges, de nouveaux collèges... Cette répartition est déjà... Mais on est en train d'y travailler, Mais vous savez... Ce sera pour la rentrée? Oui, je vous disais tout à l'heure que le ministre de l'Éducation nationale a le choix entre deux positions. Soit il se met à pleurnicher en disant on n'a pas construit, donc on ne fait rien, ou alors il fait avec ce qu'il a. Aujourd'hui, nous avons ça et nous constatons, lorsque nous faisons tout le travail le travail de mesure, nous nous rendons compte que nous pouvons effectivement rassembler dans 4 ou 5 lycées à Libreville l'ensemble des élèves de second cycle. Et il y aura suffisamment de place parce que nous avons des lycées qui sont des mastodontes. Le lycée Léon-Ba, c'est à peu près 140 salles de classe. Le lycée Indérien Gondrou, c'est à peu près 80 salles de classe. Le lycée Dolomi, c'est à peu près 80 salles de classe. Et à côté de ça, nous avons... Donc, nous devons... Attendez, c'est notre pays, hein, nous parlons de notre pays. Nous devons trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Nous n'allons pas faire comme la case que la poule n'arrive jamais à construire. Chaque fois qu'il pleut, elle se plaint de vouloir construire sa maison dès que la pluie aura cessé. Et dès que la pluie a cessé, elle se met à picorer. Nous avons, c'est notre pays aujourd'hui, on n'a pas construit de nouvelles salles de classe, on n'a pas eu les moyens de le faire, les moyens sont en train d'être mis en œuvre. Qu'est-ce que nous faisons? Ou bien nous pleurnichons, ou bien nous faisons avec les moyens existants. C'est pour cela. Il faut dire qu'il y a eu des moyens qui ont été octroyés au ministère de l'Éducation nationale. Vous venez d'arriver, monsieur le ministre, vous avez une situation un peu difficile, un peu précaire, c'est vrai. Mais si on note bien, depuis 2009, des moyens ont été donnés au ministère de l'Éducation pour construction des salles de classe. Mais quand le Sénat s'est levé pour qu'on ne nous livre pas les bâches qu'on nous avait livrées autrement, qui ne fonctionne plus. Personne ne nous a pris au sérieux. Mais madame Mochanga, dans un climat... Oui, je voudrais dire qu'avec le peu de temps que nous avons, si nous passons le temps à psalmodier sur ce qui n'a pas été fait, nous n'avançons pas du tout. Je voudrais... Parce que vous arrivez, moi je dis bien que vous arrivez dans une situation très difficile, dans un contexte difficile. Et vous le concèdez. Ça, je le reconnais. Mais nous devons aujourd'hui bâtir ensemble, parce que lorsqu'on fait des propositions sont faites pour être prises en compte pour le long terme. Bon, il y a le court, le moyen et le long terme. Nous devons viser le long terme. On ne doit pas se contenter de transformer l'établissement de primaire en collège. Non, on ne doit pas se satisfaire. On doit dire l'enseignant gabonais doit se retrouver dans sa classe avec 40 élèves. Ça, c'est l'objectif qui doit nous habiter et on doit fixer le cap. Mais justement, monsieur le secrétaire général, il y a deux manières d'atteindre l'objectif. Ou alors on se croise les bras en disant quand on aura construit les écoles, nous serons en 40 salles de classe. Ou alors nous disons avec l'existant, nous faisons l'essentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je crois que nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, nous nous sommes mis d'accord sur ça. Moi, je ne veux pas être un pleurnichard. Je dis que nous avons aujourd'hui une situation qui s'éclaire sous l'angle que je viens d'indiquer tout à l'heure. Oui. Pour vous, monsieur le ministre, les conditions sont dorénavant, en tout cas, mises en œuvre pour que cette année scolaire s'achève dans les
meilleurs délais et en plus dans les meilleures conditions. Pour nous, nous sommes engagés parce qu'au regard des promesses qui ont été faites, au regard des avancées qui ont été faites, nous avons décidé de suspendre notre mouvement de grève. Nous faisons confiance au ministère. Nous espérons parce que c'est très important pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Nous respectons notre engagement. L'année scolaire va s'achever de suspendre notre grève, dans un climat de terminer l'année apaisé et scolaire. serein. Mais nous pensons que notre partenaire également va continuer à travailler pour qu'on ne revienne plus sur les mêmes situations. Et sur le plan technique, hein, et dans la matière qui nous amène à en parler tout de suite là sur ce plateau maintenant, c'est-à-dire en matière pédagogique, nous pouvons aller au terme de cette année-ci, cette année scolaire-ci, et à condition bien sûr que les engagements qui sont pris par les uns et les autres soient tenus, soient respectés. Il faut que les enseignants, tous les enseignants qui ont décidé de demeurer dans le système éducatif, qui ont décidé de continuer d'enseigner, soient présents en classe. Et il faut que les inspecteurs, lui et l'inspecteur, soient sur le terrain pour vérifier, pour contrôler, pour s'assurer que les cours ont été... Il y a d'autres préoccupations. D'autres concitoyens ont des préoccupations. Fridolin Mvemessa, vous restez avec nous. Nous allons à présent écouter notre rubrique concernant donc ces préoccupations avec cette première question. Bonjour Monsieur le ministre. J'aimerais savoir, étant donné que le système éducatif au Gabon connaît de gros soucis depuis plusieurs années, nous voulons d'abord savoir, nous, certains jeunes Gabonais, si vous êtes d'abord l'homme de la situation et si c'est le cas, comment comptez-vous procéder pour que le système éducatif du Gabon renaisse à nouveau? Mais vous pensez bien que je ne suis pas en mesure de m'auto-satisfaire, hein, de m'auto-juger. Le deuxième volet, comment pensez-vous faire renaître le système? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, parce que moi, j'ai toujours pensé, je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans les échanges que nous avons avec les partenaires sociaux, que l'objectif aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est de bâtir ou de rebâtir le système éducatif. Nous avons déconnecté complètement notre environnement, l'environnement pédagogique, de ce qu'est l'objectif qui est de former et de construire l'école du futur. Il nous faut absolument construire cette nouvelle démarche qui fera que le système éducatif... Nous avons adopté, hein, par exemple, le pré-primaire, nous avons le primaire avec l'approche par les compétences, nous avons un certain nombre de systèmes que nous avons rassemblés dans notre environnement pédagogique. Il nous faut mettre la lumière. Nous avons entrepris cette démarche, y compris avec ma collègue ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a des commissions qui travaillent aujourd'hui. Ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est que chaque jour, les cadres, les compétences de nos différents ministères travaillent pour trouver des solutions. Fridolin Mvemessa, vous affirmez que vous êtes maintenant d'accord avec cette approche par compétences? Mais non, nous avons demandé la suppression de l'approche par compétences. Oui, parce que ça fait partie de vos cahiers de charges. Parce que nous avons constaté que depuis que l'Union européenne s'est retirée, le Gabon n'arrive pas effectivement à remplir son cahier de charges. Bon, l'approche de compétences de base n'est même pas une méthode pédagogique, c'est une approche qui met l'accent sur l'évaluation. Or, cette approche a des exigences au niveau des outils didactiques, au niveau des cahiers de situation, au niveau des bulletins, au niveau des situations problèmes, qu'il faut effectivement renouveler chaque année. Bon, l'État avait habitué les enseignants à ne rien construire, à leur fournir cet outil-là. Mais malheureusement, depuis 3 ans, et peut-être plus, on n'a pas de bulletin de notes dans nos classes. On n'a pas de cahier de situation problème. Donc, nous avons demandé si l'État était capable de supprimer, ou auquel cas, ou d'y apporter des réformes en profondeur, pour que les élèves, les enseignants eux-mêmes puissent être capables de fabriquer ces outils ou de les concevoir. Voilà la position du Sénat. On va passer à la dernière question. Non, juste dire que nous sommes tout à fait d'accord sur le diagnostic. Hein, et nous avons d'ailleurs entrepris déjà pas mal d'approches ensemble. Et nous sommes tout à fait engagés à l'idée qu'il faut chercher une réponse qui corresponde vraiment à la situation du pays, aux intérêts du pays, aux moyens du pays. Parce que l'approche par les compétences prise dans sa globalité au premier niveau comme ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Vous l'avez dit, vous voulez répondre aux préoccupations des Gabonais, donc je vous invite à suivre cette réaction également. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas mettre tous les moyens nécessaires pour sauver la jeunesse? Nous sommes au Gabon de demain. Après vous sera nous. Un cri de détresse. Oui, c'est un cri de détresse et je vois ce jeune, je ne sais pas s'il est élève encore, mais je disais tout à l'heure que je vois tous les jours, je mesure chaque jour le désespoir et des familles et de ses enfants. Tout à l'heure, j'ai énoncé, ce n'est pas juste une parole comme cela. Il y a à peu près entre 10 000 et 15 000 petits Gabonais qui sortent du système scolaire au Gabon chaque année.
en raison d'un certain nombre de contingences. Les contingences, bien sûr, liées aux grèves, mais les contingences également liées aux difficultés de l'environnement économique, les familles qui abandonnent et les enfants abandonnent. Et quand on fait le décompte, sur les 10 dernières années, c'est quand même à peu près 100 000 enfants qui sont aujourd'hui introuvables dans le fichier. Nous avons cette préoccupation et nous mesurons cela chaque jour. Donc, l'école, c'est l'avenir. L'école pour l'avenir, c'est ça la préoccupation. Et c'est pour ça que le partenariat social, pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, doit se bâtir sur des bases différentes. On peut pratiquer le partenariat social dans d'autres secteurs d'activité où en fait il suffit de dépoussiérer les dossiers, mais lorsqu'il s'agit de l'école, on ne dépoussière pas 3 mois de cours perdus. Nous sommes presque arrivés au temps qui nous est imparti, mais nous allons maintenant lire cette question d'un de nos internautes. Il s'agit d'Éric Franck Ngemaminko qui vous interpelle, Florentin Moussavou, via notre page Facebook, à propos du sort des jeunes enseignants soumis au régime de pré-salaire, ce qu'il appelle donc le bon rose, une galère terrible qui frappe, nous dit-il, quelques 850 enseignants en pleine énergie, un petit peu abandonnés à eux. Oui, mais je crois je veux dire les choses, mais très franchement, il y a 2 semaines, j'ai reçu un groupe d'une vingtaine de ces jeunes compatriotes soumis au bon rose. C'est quoi le bon rose? Pour expliquer les choses aux gens, ce sont les jeunes compatriotes qui sortent de l'ENS ou bien qui viennent à l'éducation nationale en recrutement direct et qui passent par ce stade-là. Lorsque le dossier est dans le circuit, avant qu'il n'aboutisse, avant qu'il ne leur soit affecté un poste budgétaire, avant d'accéder, parce que le bon... Ils attendent parfois même jusqu'à 2 ans. Pardon? Ils attendent parfois, oui, c'est très long. Naturellement, mais c'est le système. Ce système-là ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale. Il y a le moment où les dossiers sont réceptionnés. Quand l'ENS publie ses résultats, il m'envoie le palmarès. Et moi, je prends ce palmarès, je l'engage au niveau de la direction des ressources humaines qui, elle, voit avec la fonction publique, et ainsi de suite. Il y a un circuit. Maintenant, la singularité, et ça, c'est-à-dire que nos compatriotes doivent également avoir l'honnêteté de dire ceci, c'est que le gouvernement de la République, sur les instructions de M. le Président de la République, a décidé que pour les enseignants, et comme pour les personnels de santé, il y a cette pratique du bon rose. C'est-à-dire, en attendant que le dossier ait abouti, ils reçoivent ce qu'on appelle un pré-salaire. Et pour ce qui est des enseignants sortis du niveau CAPES, c'est près de 300 000 francs, c'est 290 000 francs. Pour ceux qui sortent de l'ENI, c'est à peu près 180 000 ou 190 000 francs. Maintenant, le temps que les dossiers mettent dans le circuit, comme tous les fonctionnaires, donc, tous les fonctionnaires, ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Comme tous les fonctionnaires, en tout cas, il y a un circuit. Hein, il faut aussi peut-être se mettre. Alors, il y a 2 semaines, je leur ai donné cette réponse. On a qui repose la question aujourd'hui, ça veut dire simplement qu'on est dans le débat. Mais il faut dire que depuis 2 semaines, les dossiers sont actuellement en train de partir de la fonction publique pour le budget. Il y a un stock de dossiers au niveau de la direction générale du budget qui attendent justement, avant d'être libérés, que des postes budgétaires se libèrent. Voilà. Il faut quand même rassurer le collègue, leur dire que, vous voyez, c'est une démarche syndicale, parce qu'à l'époque, à notre époque, il n'y avait pas de bon rose. C'est une action du syndicat. C'est nous qui avons introduit la pratique de la caisse de soutien. Voilà, donc les enseignants qui étaient recrutés passaient. Moi, j'avais passé 18 mois sans salaire, sans rien, avec il n'y avait pas de bon rose à l'époque. Non, il n'y a pas de bon rose. Donc c'était une avancée. On comprend que finalement, donc aujourd'hui, ils sont mieux nantis que ceux qui il y a 2 ans, il y a 10 ans. Réellement, et on a des avancées. Monsieur le ministre Florentin Moussavou, il y a une tradition au Ndimba, c'est notre page culturelle. Ceci grâce à notre partenaire, le Musée national. Nous allons faire un petit tour d'horizon des objets généreusement prêtés pour cette émission. Vous avez avec vous le panier Pounou, qui est réalisé avec de la liane utilisée comme un support dans différents travaux champêtres et récoltes. Donc il s'agit d'un objet qui nous est un peu tous familier. Le mortier et le pilon fait en bois évidé avec une base circulaire et d'un morceau de bois qui sert donc de pilon taillé à une certaine longueur. Ça aussi, je sais que vous êtes habitué à ce genre d'objet utilitaire. Avec un bon litouka, limalang avec des tarots.
Le grelot fait à base de bois évidé et d'un autre bout de bois à l'intérieur relié par une corde que l'on attache sur le cou, pourquoi pas, d'un animal domestique, entre autres le chien, le meilleur ami de l'homme. Et je voudrais vous faire réagir particulièrement, Florentin Moussavou, sur ce dernier objet qui était avec nous tout au long de cette émission. Il s'agit du masque Mukoji. Ça vous parle? Ça, c'est l'Itengi. L'Itengi, c'est donc le masque, hein, précisément. Sur le plan anthropologique, c'est une pièce qui, en fait, représente un masque mortuaire. En vérité, c'est ça, l'Itengi Mukoji. C'est pour ça que les yeux sont mi-clos, hein, sont clos même, hein, et qu'ils sont étirés comme ça dans la finesse avec les scarifications. Mais les scarifications qui sont là ne représentent pas du tout celles du masque de Mukoji. Hein. Voilà. Alors le masque qui est quand même là, je veux le rappeler, donc c'est un masque blanc sur échasse qui représente un homme avec des scarifications, vous avez raison, frontales, et deux autres sous les yeux de couleur rouge et une coque symbolisant la coiffure. Donc c'est un masque de réjouissance et de bénédiction. Voilà, vous avez parfaitement raison. Florentin Moussavou, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En quelques mots pour les compatriotes qui vous écoutent et vous regardent sur le Nzimba. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Écoutez, d'abord je me réjouis de me retrouver à nouveau sur le plateau du Nzimba. Je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole ici aujourd'hui pour, je l'espère, exprimer des éléments de réponse, des éléments d'éclairage qui permettront aux parents d'élèves, à nos compatriotes, de comprendre d'abord, de saisir à nouveau, je crois, l'utilité de l'école, l'urgence qu'il y a à faire des efforts ensemble, hein, pour sauver l'école. Et je me réjouis également de me retrouver sur le plateau avec M. Fridolin Vemessa, secrétaire général du Sénat, qui porte la parole des partenaires sociaux et qui l'a porté donc aujourd'hui encore une fois dignement, qui, je l'espère, sera entendu par la plupart de nos compatriotes qui sont impliqués dans la vie de l'école. Je le dis sans arrêt, le sujet qui est au centre du débat s'agissant de l'école, ce sont des enfants. C'est l'avenir du pays. On ne peut pas traiter cette question comme on pourrait traiter simplement les dossiers administratifs. Si nous prenons le mauvais couloir, si nous empruntons le mauvais couloir, c'est l'avenir du pays qui est mis en jeu. Alors nous, en nous retrouvant sur ce plateau et en nous adressant donc à nos compatriotes, nous devons leur dire que d'abord l'école doit redevenir un sanctuaire. Il nous faut ensemble resanctuariser l'école. Il nous faut préserver l'école de tous les maux qui sont importés et qui viennent en fait impacter malencontreusement la vie de l'école. La drogue, les armes blanches, il faut qu'on regarde cela ensemble. Pourquoi les enfants gabonais pensent-ils qu'il faut qu'ils aillent à l'école avec des couteaux, avec des machettes, avec des haches? Pourquoi faut-il qu'ils aient des armes? Pourquoi s'amusent-ils à se mettre des coups, hein, avec une telle violence? Pourquoi? Il y a un questionnement, les parents d'élèves, tous les acteurs de la vie sociale, économique, culturelle de notre pays sont interpellés. L'école est en danger du fait de cela aussi. Mais je garde l'espoir. Et c'est pour ça que je m'inscris toujours dans la logique de l'optimisme. Je garde l'espoir, en tout cas, que l'école gabonaise peut et doit être sauvée. Et elle le sera si M. Vemessa et moi, qui représente le gouvernement aujourd'hui, nous nous mettons d'accord pour obtenir que cela aille mieux. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Florentin Moussavou. Dans une quinzaine de jours, nous recevrons à votre place, sur notre plateau, un de vos collègues pour le même exercice. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et aux collaborateurs. Vous pouvez resuivre cette émission sur les réseaux sociaux. À bientôt.